au micro. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, c'est Yann Kremer sur On RMS pour la rubrique Culture. Aujourd'hui, je viens vous présenter un livre que j'ai découvert et que j'ai lu. Alors, ce dernier s'intitule Ardennes 1944, le Vatou d'Hitler, et a été écrit par Anthony Beevor. Donc, pour la petite histoire, il y a quelques mois, j'ai découvert en lisant un magazine que la sphère des chercheurs et des amateurs ainsi que des passionnés de la Seconde Guerre mondiale était en ébullition. En effet, Anthony Beevor, l'un des historiens les plus talentueux du conflit, venait de signer sa nouvelle pièce maîtresse, donc ce livre sur les Ardennes en 1944. Il y décrit et raconte la dernière offensive de masse à l'ouest. Il va raconter le pourquoi du comment, et c'est un chef-d'œuvre comme ses autres livres. Alors, c'est aussi mon écrivain préféré, ce qui aide à lui faire des louanges. Alors, avant toute critique, nous allons commencer par une toute petite biographie de cet écrivain, et rappeler son œuvre pour les dernières années. Alors, c'est un Britannique né dans les années 40, donc c'est un ancien officier de l'armée britannique, ce qui lui a donné beaucoup de facilité pour rentrer dans les archives et en ouvrir notamment qui n'avaient jamais été ouvertes sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, il eut de ce fait donc accès à de nombreuses archives exclusives qui étaient fermées aux autres historiens. Donc, il a commencé à écrire après sa retraite et il est le descendant d'une longue lignée d'écrivains féminins. En effet, il y a par exemple Carinthia Beevor et Lina Wakefield qui sont peu connues en France mais qui sont des écrivaines, je crois qu'on peut le dire, anglaises. Alors, Beevor est connu pour plusieurs livres magistraux. Alors, son premier écrit est La guerre civile espagnole. Il reste une explication excellente, difficile, quoique très intéressante du conflit. Alors, je l'ai lu, c'est un pavé de près de 1000 pages. Par moments, on décroche. Mais bon, ça vous apporte beaucoup d'informations. Alors, même s'il est compliqué, c'est le seul livre faisant vraiment le tour du conflit et de tous les belligérants. Alors, pour parler plus précisément de ces livres sur le second conflit mondial, on peut notamment parler de deux de mes coups de cœur, donc 1945, la chute de Berlin, et Stalingrad. Alors, ce sont des livres à lire si vous êtes intéressé par ces deux batailles qui sont décisives. Alors, Beevor, c'est avant tout un style, c'est de la finesse, de l'humanité, et quelqu'un qui vous fait monter parfois la larme à l'œil. En effet, il va raconter des anecdotes. Vous passez du simple soldat au gradé ainsi qu'aux civils qui sont les victimes principales de ces conflits. Alors, il a pu réunir des témoignages de ces témoins qu'il a encore parfois rencontrés et a souvent agrémenté ses livres de carnets qu'il a retrouvés ou alors de notes qu'il a rassemblées au cours de sa vie. Alors, il va donc saupoudrer son livre et en faire une chose unique qui ressemble parfois presque à un roman. Alors, c'est parfois très romanesque, vous êtes au cœur de ce qui s'est passé il y a près de 70 ans et qui a touché nos grands-parents. Alors, cependant, ce style minutieux et très anecdotique nous fait perdre parfois du plan d'ensemble de tout ce qui se passe, des batailles, et donc le fil de ce qui s'y passe. Alors, par exemple, dans la guerre d'Espagne, les anecdotes parfois vous empêchent de comprendre toute la teneur du conflit, parce qu'en fait, il y en a trop. Alors, cependant, l'important y est, donc il va dresser le tableau de ces affrontements titanesques que nous ne pouvons plus nous imaginer car ils sont trop loin, la mégalomanie de ces chefs, que ce soit Staline ou Hitler, qui envoyèrent à la mort des millions de jeunes gens sans absolument aucun remords. Alors, les livres de Beevor sont donc des documentaires, des documents irremplaçables sur ce qu'ont vécu nos grands-parents. Alors, pour revenir à Ardennes 1944, le Vatou d'Hitler. Alors, c'est un livre dans la lancée donc de ses autres livres, avec notamment un passage très intéressant sur la bataille de Hürtgen en Allemagne en octobre et en novembre 1944, puis sur l'offensive, notamment Nordwind, une offensive qui toucha plein de fois là d'où je suis originaire. Et donc la grande partie du livre parle de la bataille des Ardennes entre décembre et janvier 1944. Alors, le plan du livre est par chapitre, tout simplement. On a un chapitre introductif, puis on va parler des différents jours de l'offensive. Donc, alors, j'ai décidé de vous faire un petit topo sur les points forts et les points faibles du livre. Alors, en point fort, il y a toujours cette dimension anecdotique, avec des analyses intéressantes, notamment des tensions interalliées. Donc, les rapports n'étaient pas tout roses entre les Anglais et les Américains, notamment à cause de certains généraux comme Montgomery. Alors, il y a aussi beaucoup d'informations sur l'état du moral allemand, ce qui est une chose plutôt intéressante, j'ai trouvé, qui ne figurait pas dans ses autres livres. Alors, après,
en point négatif, bon, ce n'est pas du tout de sa faute, mais il y a de grosses lourdeurs de traduction. Alors si vous êtes bilingue, lisez-le en anglais. Bon, moi je n'ai pas ce courage, hein, vous m'excuserez. Alors, il y a aussi un manque de vue d'ensemble encore de la bataille. C'est vraiment handicapant dans ce livre, mais bon, ça n'enlève pas le charme du livre. Et après, il y a des passages un peu longs sur quelques anecdotes que je n'ai pas trouvé très utiles. Par exemple, sur les rapports entre Marlène Dietrich et les généraux américains, qui font parfois plusieurs pages et vous ne comprenez pas pourquoi c'est là. Alors par contre, une grande innovation, et on le remercie, Anthony Bivor a enfin mis des cartes. Alors d'habitude, il y en avait 3 au cours du livre, maintenant il y en a une toutes les 3 ou 4 pages. Salut Yann, ben voilà, j'ai assisté à ton émission, c'était vraiment sympathique. En tout cas, j'ai découvert un auteur que je ne connaissais pas du tout et ça ferait vraiment plaisir à entendre. Et j'avais quelques questions justement par rapport à ça. La première et la suivante, pourquoi Hitler lance-t-il pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi Hitler lance-t-il cette opération? Alors, en novembre, enfin, il a l'idée vers novembre 1944, et donc, en fait, en 1944, donc à l'automne 1944, les Allemands sont bloqués. À l'est, les Russes avancent, et à l'ouest, les Américains font de même. Cependant, les Américains sont bloqués en Lorraine, chez moi, parce qu'ils n'ont plus de carburant, en fait, et parce que le carburant avait été alloué en grande partie chez les Anglais. Hitler va essayer de profiter de ce ralentissement des forces alliées pour reprendre l'initiative à l'ouest. Il espère pouvoir conclure une paix une paix séparée avec les alliés occidentaux, donc les Anglais et les Américains, tout en pouvant continuer la guerre ainsi contre les Russes. Et avec de la chance, pouvoir même rallier les Anglais et les Américains contre les Russes. Donc c'est son grand plan. Bon, heureusement pour nous, ça n'a pas fonctionné. Donc il va donc lancer cette offensive en décembre 1944 avec l'objectif de couper les Alliés en deux et de les obliger de se retirer du conflit ou au moins de pouvoir négocier quelque chose, une trêve. D'accord, ok. Bon, merci pour ces informations. J'ai une autre question. Justement, quelle a été la réaction des généraux après cela? Alors en fait, quand Hitler va parler de cette idée qu'il a eue, qui a germé dans son esprit, de cette idée offensive, juste après quelques mois après l'attentat de juillet 44, et donc en fait l'armée allemande a tellement été purgée et de toute façon a tellement peur de toute réaction, enfin du moins les hauts gradés, que quelques-uns vont tenter de lui dire que ça ne peut pas fonctionner, mais la plupart ne vont rien dire et vont accepter de faire ça, alors que on a des enregistrements, des généraux se sont confiés après la guerre en disant qu'ils savaient très bien que ça n'allait jamais fonctionner. Enfin, clairement, l'objectif qui était de prendre Anvers était absolument infaisable. Il n'y avait pas assez de carburant pour l'emmener les chars allemands jusque là-bas. Et puis, ils sous-estimaient énormément les troupes américaines. Donc, en fait, quelques généraux allemands étaient... les plus fanatiques pensaient qu'il y avait une chance de victoire. Les autres n'y croyaient absolument pas. Certains généraux, par exemple Manstein et Ehrenstedt, voulaient une offensive plus petite qui aurait dû se rejoindre, faire une tenaille bien avant la Meuse, qui était l'un des objectifs principaux. Ok, ça marche. Merci en tout cas de tes réponses. Une dernière pour t'embêter encore une fois. Oh, t'inquiète. Oui, j'espère. C'est sympa en tout cas. La dernière offensive, comment elle s'est soldée justement? Alors, elle est lancée donc le 16 décembre 1944 après de nombreux retards, notamment à cause du carburant. Et en fait, c'est un échec. Alors, si dans les premières journées, cette offensive réussit, elle surprend les Américains qui pensaient courir après une armée en déroute, qui tentait de se cacher derrière la ligne Siegfried. En fait, non, c'est une surprise de taille. En fait, il y a plusieurs, donc on parle environ de près de 200 000 hommes qui sont impliqués quand même dans cette offensive d'une armée qu'on pensait morte, avec plus d'un millier de chars qui vont écraser les lignes américaines de certaines divisions qui étaient des divisions tout juste débarquées, qui n'avaient jamais connu le feu, où il n'y avait même pas de vétérans. Donc c'est la panique du côté américain, du moins dans certaines unités, qui vont se replier en abandonnant tout et en se faisant totalement culbuter des prisonniers. Il faut imaginer quand même que le front sur au moins 50 ou 60 km a totalement cédé. Cependant, les Américains ont été quand même bien mieux fournis en armes et en munitions par rapport aux Allemands, et surtout ils avaient du carburant, ce qui leur a permis de
de ramener toute l'armée du général Patton, qui était donc justement en Lorraine. Il a pivoté de 90 degrés pour foncer sur les Allemands et à couper leur ligne d'approvisionnement, notamment dans le saillant des Ardennes, là où il lançait l'offensive. Alors, l'échec de l'offensive est pour les Allemands au moment de 1944, donc vers janvier, quand ils retournent en arrière, qu'ils réfléchissent à pourquoi ils ont perdu. Ils diront notamment que c'était du fait de la boue qui empêchait les chars d'avancer vite, ce qui n'est en vrai pas faux, parce que l'unité de tête, le dit Kampfgruppe Peiper, qui devait absolument prendre les ponts sur la Meuse, aura des temps de retard absolument inouïs. Il devait en fait parcourir 80 km en une nuit, voire maximum 2 jours. Ils avanceront de 40 km en 3 jours, à cause des chemins boueux, des attaques américaines. Et enfin, une des grandes raisons pour lesquelles les Allemands vont perdre, et heureusement, c'est que, alors que dans les premières journées, il y a un brouillard complet, il y a un temps horrible, un peu comme un Reims, quand il pleut, et que les avions américains sont bloqués au sol, eh bien, c'est ce qui leur a permis d'avancer, parce que de toute façon, les Allemands souffraient de la supériorité aérienne alliée. Et bien, tout d'un coup, aux alentours du 25 décembre, 25-26 décembre, le soleil réapparaît, c'est nouveau un ciel bleu, et les avions américains ne vont pas ils vont détruire une grande partie des chars allemands et ils vont couper l'offensive dans les endroits où elle était la plus vive. Donc c'est grâce à l'intervention des armées aériennes anglaises et américaines que la victoire va être permise. Mais aussi parce que les Allemands n'avaient plus de troupes adéquates à lancer dans la bataille en décembre 1944. Ok, bah merci Yann, c'est sympa en tout cas d'avoir répondu à mes questions et j'y vois beaucoup plus clair. Ça marche, il n'y a aucun problème Fabien, j'étais très content de faire ces petites chroniques et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique. Salut à tous. Avant le micro, Prêt? parlez. On est